L'ostéopathie en périnatalité. Voici une spécialité qui mérite à être connue dans ce domaine. Je vous invite aujourd'hui à rencontrer Catherine Duong, nous l'appellerons Cathy. Sa passion l'amène à révolutionner l'accompagnement des parents et de leurs enfants et je suis ravie de vous la présenter dans cet épisode. Bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Lika Sarr et je vous propose 2 à 3 fois par mois, le mardi, un échange avec une personnalité inspirante, expert ou parent, qui vous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales, également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, ainsi qu'à différents outils de développement personnel. En tant qu'accompagnante parentale, la combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné et à trouver un équilibre juste. À mon niveau, j'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois donc Cathy. Cathy est une professionnelle passionnée et passionnante. Son cheminement professionnel s'est construit depuis 10 ans et aujourd'hui elle s'est spécialisée en périnatalité. Incontournable dans son domaine, elle vient de créer la MAB, la Maison de l'accompagnement et du bien-être en région parisienne, avec une équipe de professionnels tout autant passionnés pour la prise en charge intégrale des parents et spécifiquement des mères et de leurs enfants pendant la grossesse et au cours du postpartum. Dans cet épisode, nous parlerons du champ d'action de l'ostéopathe. Quand, comment et pourquoi intervient-elle ? Et vous allez voir, ce champ d'action est beaucoup plus large que ce qu'on pense. En passant par des sujets tels que le sommeil du jeune enfant et sa capacité à réguler des situations compliquées en passant par le corps, et des sujets plus spécifiques en parlant de son travail sur les traumatismes émotionnels par le biais de la mémoire cellulaire et de la thérapie crânienne et viscérale. Cathy nous parlera aussi de son beau projet de la maison de la périnatalité, de ce qui la motive et tout ce que vous allez pouvoir y trouver. Je vous souhaite une très belle écoute, une belle rencontre avec Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Lika. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Alors on se connaît depuis quelques temps et c'était vraiment important pour moi d'avoir cet échange-là, de le partager avec les auditeurs, de te présenter toi en tant que personne parce que tu es une personnalité en dehors de toutes les couleurs que tu as dans ta palette, mais ce qui fait de toi la personne que tu es. Et puis aussi pour rencontrer la spécialité de l'ostéopathie qui n'est pas encore trop connue, je trouve, en tout cas peut-être pas assez dans le secteur de l'accompagnement à la parentalité. Parce que c'est sûr qu'on va pouvoir faire le lien entre ta prise en charge et une de tes spécialités actuellement autour de la périnate. Mais ce qui m'intéresse aussi particulièrement, c'est à quel point cette spécialité-là intervient tellement dans l'accompagnement de la parentalité et dans le cheminement des parents. Alors déjà, pour démarrer, est-ce que tu pourrais, j'ai envie de te laisser te présenter, donc te présenter toi et puis un peu en quelques mots sur tes multiples activités du moment. D'accord. Merci déjà de m'avoir invitée pour ce petit échange. Alors du coup, donc moi c'est Catherine Duong, on m'appelle Cathy. Donc ça fait 10 ans que je suis diplômée en ostéopathie. Je me suis spécialisée très rapidement dans le milieu de la périnatalité. Ça s'est fait assez naturellement parce que je suis issue d'une famille nombreuse. Et du coup, j'ai toujours été entourée d'enfants. J'ai 10 nièces. Ma plus grande nièce, elle a déjà plus de 20 ans. Et ça a toujours été moi qui m'occupais des enfants. Donc, je pense que ça fait partie un peu de ma fibre naturelle de femme. Donc, naturellement, je me suis spécialisée dès que je pouvais dans la périnatalité, la pédiatrie. Et du coup, je fais quasiment que ça en cabinet, que de la pédia, de la périnate. Je suis également, donc je suis ostéopathe, je pense que je sais pas si je l'ai précisé. Et, je suis également professeure dans une école d'ostéopathie où je forme des futurs diplômés sur des techniques ostéopathiques. Et je fais aussi une intervention en post-gradué sur les problèmes de fertilité et le suivi en PMA en ostéopathie. Et du coup, il y a quelques mois, j'ai lancé un projet d'une maison spécialisée dans la périnatalité, pédiatrie et parentalité pour proposer
vraiment toutes sortes de thérapies pour les parents, futurs parents, les enfants, les familles, dans toutes leurs problématiques qu'ils peuvent rencontrer au cours de leur vie. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. OK, super, mais c'est déjà super riche. Alors, je vais rebondir sur pas mal de points. On va reparler de cette création de cette maison de l'accompagnement et du bien-être parce que je trouve que c'est vraiment un très beau projet et tellement, pertinent dans l'accompagnement intégral, en tout cas, global de la parentalité. Mais juste pour revenir à ta spécialité, donc tu dis que enfin, je comprends bien les raisons qui t'ont poussée et je crois que, effectivement ta sensibilité, du tout petit, s'est retrouvée très jeune pour toi, mais est-ce que c'est une spécialité que tu as envisagée dès le démarrage après avoir eu ton diplôme d'ostéopathe? Ou c'est venu après quand même? Alors, non, c'est déjà quand j'étais étudiante, je savais que je voulais travailler dans le milieu de la pédiatrie, surtout pédiatrie. La femme enceinte, ça m'était un petit peu inconnu parce que j'étais très jeune. Moi, j'ai été diplômée, j'avais 22 ans. Donc, quand j'étais étudiante, c'était un petit peu... bon, j'avais... Bah, comme je te disais, quand j'ai été diplômée, je crois que j'avais déjà 5 ou 6 nièces. Donc, j'étais déjà à tata depuis très longtemps. Mais c'est vrai que déjà quand j'étais étudiante, je voulais travailler dans la pédiatrie. Après, au fur et à mesure de faire des formations, j'ai d'abord commencé par faire des formations dans la pédiatrie, enfin en pédiatrie. Et bah, naturellement, hein, on peut pas se spécialiser en pédiatrie sans se spécialiser en périnatalité. Donc, on peut pas bien soigner un enfant si on connaît pas son histoire intra-utérine et même son histoire de conception. J'ai envie d'aller plus loin, quoi. Et du coup, bah, naturellement, ça s'est fait comme ça. Donc, je me forme tout le temps, même encore aujourd'hui, au bout de 10 ans, j'essaie de faire au moins 2 formations par an. Je pense que dans notre profession, on est obligé de tout le temps se former parce qu'il y a toujours des nouvelles choses. Aussi de sortir de son cabinet, de sa routine, de voir ce qui se passe ailleurs. Après, souvent, on fait des formations, on apprend des choses, enfin, on les reproduit pas forcément toujours. Mais ne serait-ce que de voir comment les autres travaillent, je trouve que c'est hyper enrichissant et puis bah c'est ce qui fait que petit à petit on fait notre petit chemin Mmh. ostéopathique quoi. Et ouais, mais c'est vrai ce que tu dis et je crois que c'est valable pour tellement de professions, tu m'offres plein de pistes à explorer, c'est super riche. Hem Et tu vois, en tout cas, moi, si je dois parler de mon histoire de maman, même si je suis soignante avant d'être maman et que c'est un milieu dans lequel je baigne et la périnate, voilà, c'est de fait ma formation initiale. Mais tu vois, c'était pas une évidence pour moi que l'ostéopathe allait faire partie de mon chemin de parent. Et je te dis ça parce que ben, clairement, j'ai eu une grande différence entre ma première grossesse et ma deuxième grossesse. Ma première grossesse, c'était un petit peu l'exploration, même si je te dis, je baignais complètement dans ce milieu-là, mais on m'avait pas spécialement parlé de l'ostéopathie sur mon chemin. Et donc, c'est un peu tardivement, je dirais, que j'ai rencontré un premier ostéopathe dans le cadre de ma première parentalité, ma première maternité, puisque ma fille avait quelques mois. Or, pour la suite, pour mes 2 autres enfants, j'ai consulté un ostéopathe pendant ma grossesse, quasiment à la naissance et puis après, à, 1 mois et puis à 1 an. Enfin voilà, j'ai suivi un petit peu, tout ça. Donc, moi, une question qui me vient, c'est qu'est-ce qui fait que, c'est pas si connu, je dirais même, annoncé? Parce que c'est pas tous les médecins, sur mon trajet, c'est pas toutes les maternités sur mon trajet de maman et même de professionnelle qui ont ce réflexe de dire vous avez dans la palette l'ostéopathie. Tu vois, c'est pas de dire absolument allez voir un ostéopathe, mais vous avez dans la palette l'ostéopathie, voilà, il propose ça, etc. Comment t'expliques ça? Alors déjà ça fait pas si longtemps que ça finalement que l'ostéopathie est reconnue entre guillemets. Nos écoles elles ont été reconnues. Euh, alors pour pas te dire de bêtises, quand j'ai commencé mes études, donc c'était en 2006. Tu vois, donc déjà juste ça. Mmh. Il y a eu beaucoup de guéguerres en fait à l'époque entre les médecins, les kinés, les ostéopathes exclusifs. Donc déjà toute cette guéguerre a fait que ça a ralenti ce processus de reconnaissance de l'ostéopathie
des patients, hein, parce que l'ostéopathie, finalement, c'est pas si reconnu que ça. Déjà, au niveau de la sécurité sociale, on n'existe pas. On est uniquement remboursé par les mutuelles, et les mutuelles, elles nous remboursent depuis pas si longtemps que ça. Pareil, je pense que ça a dû commencer vers 2008, 2009. Donc, tu vois, c'est quand même assez récent. Euh, et du coup, les patients qui venaient consulter avant 2009, ce sont des patients déjà qui n'étaient pas du tout remboursés. Ouais. Donc, c'est pas quand même donné de faire des séances d'ostéopathie. Donc, on n'y va pas juste pour faire un bilan quand on n'est pas remboursé. Enfin, en tout cas, chez les familles modestes, elles vont pas aller automatiquement chez l'ostéopathe alors que c'est pas du tout remboursé. Ensuite, il y a aussi ce problème où il y a beaucoup d'écoles d'ostéopathie, que les réformes des écoles d'ostéopathie, elles n'existent que depuis, si je dis pas de bêtises, 2009-2010. Donc, ils ont commencé à créer des réformes que depuis 2009-2010, en sachant qu'aujourd'hui, il y a encore des réformes qui sont encore en train de se faire envers les écoles. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'écoles qui forment pas forcément correctement, qui sont pas hyper bien réglementées. Du coup, bah, les ostéopathes qui en sortent malheureusement ne sont pas toujours hyper bien formés. Donc, forcément, les médecins, ils n'ont pas confiance. Et moi, je les comprends, hein. Et Mm. puis, du coup, bah, les médecins, et bah, surtout les anciens médecins, les vieux de la vieille, ils n'ont pas confiance envers les ostéos. Ils ont, ils ont pas envie que les patients y aillent parce qu'ils connaissent pas. Moi, je les comprends, ils connaissent pas, donc ils ont pas envie d'envoyer les patients. Et puis, il y a aussi l'autre problème où il y a des médecins qui sont formés en 200 heures de formation. Il y a des kinés à l'époque qui étaient formés pareil en 300 heures de formation. C'est pas possible. On peut pas, quand on est kiné, être formé en 300 heures à faire de l'ostéopathie. Et du coup, il y a eu des accidents. Il y a eu des accidents. Et quand tu regardes le référencement des accidents qu'il y a eu, souvent, c'était pas des ostéopathes exclusifs. Parce que nous, on est formés sur 5 voire 6 ans. Et je pense que quand on est bien formé, on peut pas être dangereux. Par contre, il y a des médecins, il y a des kinés, il y a d'autres professionnels qui sont formés en 300 heures, donc en moins d'un an. Et ces gens-là, je pense qu'ils peuvent être dangereux et donc il peut y avoir des accidents. Donc voilà, donc tout ça, toutes ces données font que il y a des médecins qui n'ont pas confiance, ce que Mm. je peux comprendre. Et puis quand on connaît pas, eh ben on se méfie, on a peur et on préfère ne pas référer. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de médecins qui ont encore peur d'envoyer chez des ostéopathes. Il y a et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de patients qui connaissent pas et qui vont pas automatiquement vers l'ostéo. Mais ça commence à se démocratiser et je pense que vraiment une majorité de la population maintenant ont déjà vu un ostéopathe ou connaissent un ostéopathe, je pense, ou connaissent l'ostéopathie en tout cas. Oui, Et je pense que connaissent ça commence l'ostéopathie. ouais. Et ça commence à se démocratiser de plus en plus, je pense. Oui. Et en tout cas, oui, quand tu dis connaissent l'ostéopathie et en ont une idée. En ont une idée en tout cas, c'est vrai. Ils connaissent pas vraiment la palette entière, ça c'est vrai. C'est vrai. Et alors, pour quelles raisons moi j'ai une petite idée, mais en fait c'est que relié à mon expérience, mais pour quelles raisons en général les futurs parents, donc les futures mamans et les enfants viennent te voir? Alors les futures mamans, quand elles viennent, généralement, c'est qu'elles ont des douleurs. Quand elles ne me connaissent pas déjà, c'est qu'elles ont des douleurs, ou alors elles viennent parce qu'elles savent qu'elles doivent préparer leur bassin à l'accouchement. Oui. Donc il y a entre guillemets deux types de consultations. Le premier type de consultation, c'est quand elles ont des douleurs. Le premier motif de consultation de la femme enceinte, c'est la sciatique. Oui. Donc c'est la douleur assez classique de la femme enceinte. Ensuite, il y a les douleurs ligamentaires, qui sont aussi un des motifs de consultation qui est assez, assez fréquent. Et après, il y a tout type de douleurs, dorsalgie, il y a les maux de tête, les troubles du sommeil. Mm. Voilà, donc ça, c'est les motifs assez fréquents. Après, il y a d'autres types de motifs de consultation qui sont un peu moins fréquents parce que c'est pas assez connu, comme les nausées, vomissements, euh, les, euh, les mamans qui vont très souvent uriner. Mm. Voilà. Après, pour leurs enfants, le premier motif de consultation, je pense que c'est les coliques et les reflux. Ouais. Ça, c'est un des premiers motifs de consultation. Mais de plus en plus de mamans viennent pour un bilan.
Mmh. pour le confort de leur bébé. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que souvent, on trouve des tensions qu'elles se rendent pas compte, en fait. On tombe parfois sur des plagiocéphalies. Donc, les plagiocéphalies, c'est quand il y a la tête qui est aplatie d'un côté ou bien la tête plate, donc la brachycéphalie. Des fois, ils viennent consulter pour un bilan et on se rend compte qu'en fait, ils ont un début de plagiocéphalie. Mmh. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que elles viennent en se disant, bon, bah, mon bébé, il va plutôt bien. Et finalement, on commence l'examen et finalement, on se rend compte qu'il y a plein de tensions et les parents, ils se rendent pas compte, ils le voient pas. Et les pédiatres, ils ont tendance à avoir un discours à dire, ah, bah, la tête, elle est aplatie, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Alors que pas du tout. Pas du tout. Donc voilà. Donc, je pense que les premiers motifs de consultation pour les enfants, c'est plagiocéphalie, euh, les reflux, les coliques. Oui, Et et après, en second temps, il y a les troubles du sommeil. oui. Et on va en parler des troubles du sommeil parce que c'est un peu moins connu, en tout cas ce Oui, réflexe-là d'aller voir l'ostéopathe. Et en fait, moi, ce que je distingue dans les raisons pour lesquelles on vient de voir, peut-être je ferai deux catégories. Je ferai les catégories de au feu la pompier, j'ai besoin d'un ostéo parce que j'ai un problème. c'est Et ça, il y a aussi le motif de je sais que l'ostéopathie peut m'accompagner et donc j'anticipe. C'est plus des tout à fait. consultations d'anticipation. Et moi, pour moi, en tout cas, je remarque ça, où la première fois, c'était un peu au feu les pompiers, et puis à la deuxième fois, c'était, bon, ben là, ça va, mais pour que ça continue à bien aller, C'est ça. je vais, je vais consulter, que ce soit pour moi ou mes enfants. Et tu vois, donc tu parles pour la femme enceinte, des nausées, le fait d'aller souvent aux toilettes, donc uriner, etc. C'est des choses pour lesquelles, moi, j'ai eu à en parler récemment à des amis. Elles n'avaient pas du tout idée que c'était possible. Mais, Ouais, euh, mais effectivement, alors moi, je trouve que les réseaux sociaux, enfin, je te suis sur ta page, et puis voilà, en général, les réseaux sociaux permettent de s'informer, en tout cas d'avoir de l'information sans spécialement avoir l'idée de la rechercher. ouais, Parce que, en fait, si tu sais pas, t'as pas l'idée de dire est-ce qu'un ostéopathe peut m'aider sur ma nausée, tu vois, et c'est pas exactement. encore si bien référencé pour provoquer ce réflexe. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Et puis, pour le, une fois que bébé est là, Oui, euh, bah, t'as tellement de solutions pour un problème que tu penses pas spécialement ostéopathie. Et moi, je voudrais justement que tu reviennes sur l'ostéopathie pour le sommeil et de nous dire comment ça agit sur le sommeil. Parce que. oui. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit avant, si ça te va. Oui. Alors, c'est vrai que la plupart des patients qui connaissent l'ostéopathie pensent qu'ils peuvent consulter uniquement pour des problèmes euh, ostéo-articulaires. C'est-à-dire, j'ai mal au dos, je vais voir l'ostéopathe. J'ai mal à l'épaule, je vais voir l'ostéopathe. Alors qu'en fait, nous, on est spécialisés dans la thérapie crânienne et viscérale. Je vais essayer de faire simple. Et du coup, tous les troubles digestifs, gynéco-urinaires, les problèmes de maux de tête, etc., ce sont des choses où on peut vraiment avoir une action. Et du coup, les patients ne le savent pas. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas le réflexe. Et c'est pour ça que les femmes enceintes, quand elles ont des problèmes, parce que bah, elles ont une pesanteur au niveau de la vessie, qu'elles vont beaucoup uriner, qu'elles ont des troubles du sommeil, elles n'ont pas ce réflexe parce qu'elles pensent que elles font le lien ostéopathe, trouble ostéo-articulaire. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas encore assez connu et c'est dommage parce que justement, notre force en tant qu'ostéopathe, c'est que justement, on travaille sur des troubles digestifs, on travaille sur les troubles gynéco-urinaires, on travaille sur les troubles qui est lié à la sphère ORL et à la tête. Et du coup, ça, c'est pas assez connu justement. Donc ça, c'est quelque chose que j'espère qu'il va se développer et commencer à être vraiment connu. Et du coup, pour répondre à ta deuxième question par rapport aux troubles du sommeil, donc tu me demandais quelle est notre action sur Alors les troubles oui, du sommeil, c'est ça? mais oui, et puis en sous-question, il y a à quel âge tu interviens, de quelle Oui, façon tu interviens, sur quoi ok, tu agis finalement. ok. Alors sur les troubles du sommeil, ça dépend de l'âge de l'enfant. Chez le nouveau-né et on va dire jusqu'à
1 an, 2 ans, on va dire, on va pas avoir la même action que chez un enfant qui a plus de 2 ans. Chez le nourrisson, le nouveau-né, les premiers mois, on va dire, on va beaucoup parler du rythme de l'enfant, de d'observation de l'enfant, etc. Et nous, sur quoi on va agir, c'est vraiment sur les tensions qui sont liées à la naissance, aux tensions du quotidien, est-ce qu'on va rechercher un reflux, on va rechercher des coliques, on va rechercher vraiment tous les troubles plus ou moins fonctionnels qui pourraient créer cet inconfort chez l'enfant et qui pourrait expliquer justement l'enfant qui se réveille toutes les heures, l'enfant qui peut dormir que dans les bras de la maman, l'enfant qui peut pas être posé. Donc tout ça en fait, ça traduit des tensions, un inconfort chez l'enfant euh, qui, euh, qui l'empêche en fait de lâcher prise. Je pense que ça c'est le Ouais, bon terme, c'est vraiment ça. ouais. Et du coup, nous, on va vraiment relâcher les tensions tissulaires, les tensions musculaires, les tensions faciales qui sont imprimées en fait dans le corps de l'enfant. Mmh. Et, et, euh, et en fait, notre travail primaire en tant qu'ostéopathe, c'est qu'on va travailler sur la mémoire cellulaire. Donc, la mémoire cellulaire, c'est quoi? Je vais essayer de l'expliquer le plus simple possible pour que tout le monde puisse le comprendre. Le corps humain est composé de millions, 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 millions de cellules. Ces cellules, elles bougent en permanence grâce à la circulation du sang, grâce à la respiration, grâce aux échanges gazeux dans le corps. Et ces cellules, plus elles bougent, plus elles peuvent s'entrecroiser et interagir. Et à chaque fois qu'on a un traumatisme physique, un traumatisme chimique, un traumatisme émotionnel, ces cellules, en fait, elles sont perturbées. Donc, il faut imaginer quand on a un traumatisme quelconque, qu'en fait, on nous met un plâtre dans le bras. Et ce plâtre, en fait, va faire que notre bras va pas bouger. Donc, si pendant 6 semaines, votre bras ne bouge pas, au bout de 6 semaines, on va enlever votre plâtre, vous n'allez pas réussir à tendre et à plier le bras. Parce que votre cerveau, il a imprimé que votre bras, il reste immobile. Donc, les cellules, elles ont arrêté de bouger dans cette partie du corps. Donc, c'est exactement la même chose quand on a un traumatisme émotionnel. Dans certaines parties du corps, on va imprimer une immobilisation, entre guillemets, des cellules. Et ces cellules, en fait, elles vont enregistrer cette immobilisation. Et tant qu'on va pas redonner du mouvement à cette partie du corps, eh ben, votre corps, il va pas bien bouger dans cette zone-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. C'est-à-dire que votre cerveau, il va imprimer ce non-mouvement dans telle zone de votre corps, ce qui va sur du moyen long terme créer des tensions et un inconfort. Donc, nous, on va travailler vraiment sur cette mémoire cellulaire, donc la zone où les cellules se sont imprégnées de tensions, donc comme je disais, émotionnelles, physiques, traumatiques, euh, chimiques. Et du coup, on va relâcher et déprogrammer en fait cette mémoire cellulaire pour que le corps comprenne que non, cette zone, il faut pas qu'elle reste immobile, il faut qu'elle bouge. Donc voilà ce sur quoi on travaille dans tout type finalement de motifs de consultation et notamment les troubles du sommeil. Ouais, c'est passionnant. C'est passionnant parce que ça, potentiellement, il y a du travail, enfin, il y a du rééquilibrage à proposer pour chaque personne parce qu'on est une somme de, j'allais dire une somme de traumas, mais c'est un peu pessimiste, Oui, mais on a de toute façon un vécu, une expérience et qui mérite parfois de, voilà, de remobiliser certaines parties de notre mémoire cellulaire, en tout cas. tout à C'est fait. passionnant. Pour revenir au sommeil, donc tu mettais la distinction entre ton intervention pour un enfant de 0 à 1 an, 2 ans, et un enfant après 2 ans. Sur un enfant d'après 2 ans, ça va être sur quoi la spécificité, en tout cas si elle est différente de la première tranche d'âge? Alors finalement, la démarche, elle est plus ou moins la même, c'est-à-dire qu'on va rechercher quand même les traumatismes de la mémoire cellulaire, sauf que le travail est un peu plus profond. Parce qu'un enfant de Ouais. 2 ans qui dort pas, qui se réveille beaucoup, c'est que vraiment, c'est plus de l'ordre de l'inconfort, juste du reflux ou des coliques, c'est vraiment quelque chose de très profond et d'émotionnel. Pour moi, un enfant de 2 ans, surtout on va dire 2 ans et demi, qui se réveille beaucoup, c'est qu'il y a quelque chose d'émotionnel derrière. Ouais. Donc, alors quand on dit quelque chose d'émotionnel, c'est pas quelque chose de grave. Ça veut dire que l'enfant n'est pas en dépression. Voilà, il est quand même en bonne santé. Mais il y a quelque chose qui fait que dans son soma et dans son émotionnel, il n'arrive pas à lâcher prise. Et là, on va vraiment travailler et faire un travail vraiment hyper profond, tissulaire et facial sur les émotions de cet enfant-là. Ouais.
Donc, je différencie vraiment les émotions que va pouvoir gérer une psychothérapeute, une psychologue ou une sophrologue ou autre thérapie autour de la psychologie. Nous, c'est vraiment l'émotionnel physique. Mmh. C'est-à-dire, c'est ce qu'imprègne votre corps euh, par son émotionnel, en fait. Donc, le travail est vraiment beaucoup plus profond chez un enfant de plus de 2 ans que chez un enfant plus jeune qui lui, va souvent imprégner aussi des tensions émotionnelles, mais aussi souvent des tensions physiques liées peut-être aux tensions qu'il a pu avoir en intra-utérin, le jour de l'accouchement, et aussi après par des coliques, par des reflux, etc. Voilà. Ouais, ouais, ça me parle beaucoup. Et en effet, enfin, ce que ça vient, enfin, là où ça me conforte, et la nuance que tu mets entre avant 2 ans et demi et après 2 ans et demi, c'est aussi parce que ben moi, je vois aussi des parents en consultation pour des problèmes de sommeil. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé de les envoyer chez un ostéo pour la partie justement qui passe par le corps. Euh, je pense que enfin, même, j'irais même après une séance d'ostéopathie, une séance avec un psychologue, une séance avec un ostéopathe, enfin, une séance avec, avec moi, enfin, quiconque, il faut quand même garder en tête que les nuits de l'enfant ne correspondent pas toujours aux nuits de l'adulte, et donc que c'est pas toujours problématique. Exactement. Et, C'est pour ça que je et différencie les 2 ans et après. mais, mais oui, et ça vient conforter ce que j'amène souvent aux parents, de dire, voilà, vous inquiétez pas, avant 2 ans, on va pas être sur un schéma de nuit tel que nous, on voit un schéma de nuit. Donc, parce que parfois, ça amène des crispations, des frustrations de parents qui imaginent que la nuit d'un bébé doit ressembler à la nuit d'un adulte. Et donc, on a des parents qui disent, bah, il fait pas ses nuits, alors que si, il fait ses nuits comme il a besoin de Exactement, avec exactement. l'équilibre de son besoin de sommeil qui peut étaler sur 24 heures, contrairement à nous où bah, on a un temps pour dormir et puis en général après on a un temps pour s'activer, quoi. C'est ça, Euh, et donc ouais, je trouve ça, en tout cas la nuance de tes prises en charge que je comprends plus ou moins profond, c'est aussi en lien avec exactement. ce qu'un enfant est capable de faire, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'effectivement, je dissocie 2 ans, 2 ans et demi, et après, parce que effectivement, jusqu'à 2 ans, les enfants qui se réveillent la nuit, ça reste quand même normal. L'horloge biologique est différente chez un enfant avant 2 ans et après 2 ans. Et souvent, les parents, ils sont frustrés parce que je pense qu'ils voient où ils entendent les histoires de d'autres parents où les bébés dorment, ils font leur nuit de 12 heures au bout de 3 mois, mais ça reste hyper rare et finalement, on se focalise dessus. Et ça fait des parents très frustrés qui se focalisent tellement sur ça et se disent mon enfant se réveille encore 2 fois la nuit. Mais oui, mais en fait, c'est normal. C'est plus ça la normalité que l'autre, en fait. Et du coup, ils se focus dessus et ils se créent une sorte de frustration. Et ça leur pourrit la vie parce que ça leur drive toute la journée en se disant ah, mon enfant s'est réveillé 2 fois la nuit, mon enfant s'est réveillé 2 fois la nuit. Ah, et toi, ton enfant, est-ce qu'il a, là, il s'est réveillé cette nuit? Et puis ils se comparent aux autres alors que chaque enfant est différent. L'horloge biologique de chaque enfant est différente et je pense que la société d'aujourd'hui fait on a besoin de se comparer aux autres et les parents se mettent une telle pression autour du sommeil. C'est horrible, c'est horrible. Mais bon, c'est normal, on a besoin de dormir, nous les adultes, mais bon. Mais oui, non, mais c'est relié à notre besoin à nous. Mais tu sais, moi, Voilà. quand j'ai commencé enfin, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais avec une psychologue. Donc, si je te dis ça, ça fait 15 ans, hein. Elle me disait, euh, euh, un enfant qui dort comme un adulte avant 2 ans, 2 ans et demi, c'est une chance. C'est Ah un bah coup oui, de bol, quoi. Et j'ai gardé ça et je sens bien que voilà, j'accompagne les parents en leur disant, vous savez, un enfant qui fait ses nuits comme un adulte avant 2 ans et demi, c'est un coup de bol. Mais du coup, ça permet de redescendre un peu en mais attente complètement, complètement. et comme tu dis, de lâcher prise. Bien sûr, on peut essayer des choses parce que comme tu énonces les reflux, les coliques, les tensions, ça peut expliquer qu'un enfant se réveille toutes les 2 heures, toutes les heures, enfin parfois même pendant très longtemps. Mais Oui. au-delà, on va pas fixer trop d'attentes. Alors attends, je fais le lien avec un autre sujet parce que du coup,
tu m'as mis sur une autre piste. Tu parlais de la thérapie crânienne et viscérale, mais particulièrement la thérapie crânienne. Même t'en parles pour les enfants de plus de 2 ans et demi. Et moi, ça me parle beaucoup parce que finalement, tu vas me dire si c'est OK, mais euh, souvent, on peut retrouver les mêmes tensions chez l'enfant que chez son parent, Oui. ou des tensions en miroir. Enfin, voilà, moi j'ai mon idée, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de ça par rapport à ce que tu découvres en termes de tensions dans le couple parent-enfant? Alors, souvent, moi, je propose, si je vois qu'il y a énormément de tension chez l'enfant et que je sens qu'il y a une connexion émotionnelle souvent avec la maman, ça arrive que ce soit avec le papa, mais ça arrive quand même plus souvent que c'est avec la maman. Aussi parce qu'elle l'a porté pendant 9 mois, qu'il y a ce lien maternel entre la maman et l'enfant. Et souvent, je propose à la maman de faire une séance. Quand je sens Mhm. que j'arrive pas à passer un cap ou que j'arrive pas à avancer, qu'il y a des tensions émotionnelles que j'arrive pas à avancer sur le bébé, je propose à la maman de venir en séance. Ou alors, je termine ma séance du bébé ou de l'enfant dans les bras de maman. Et je fais les deux Ok. en même temps. Ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent chez les mamans césarisées. Bon, ça me vient comme ça, hein. Chez les mamans césarisées qui mettent beaucoup de temps à faire le deuil de leur accouchement. Parce qu'il y a un gros contexte émotionnel autour de l'accouchement par césarienne. Et souvent, les enfants qui sont nés par césarienne ont énormément de tensions émotionnelles. Et puis parfois, ils les gardent très longtemps parce que finalement, la maman, elle a du mal à faire son deuil. Et, euh, et très souvent, ces bébés et ces enfants-là, je finis la séance dans les bras de maman. Parce que on peut pas soigner un enfant si les parents ne sont pas aussi soignés, quoi. Je dis la maman, mais ça peut arriver que ce soit le papa, hein. C'est déjà arrivé que Oui, ce soit le papa, hein. j'entends que ce soit plus rare. En tout cas, moi, dans ce que je Oui, remarque, c'est plus rare. Mais là, tu touches quelque chose de super important et qu'on ne doit pas négliger, je trouve, dans l'accompagnement de la parentalité. Et c'est pour ça que vraiment, ouais, je voulais mettre ça en avant parce que bien souvent, l'accompagnement à la parentalité, on l'imagine dans plutôt quelque chose de transactionnel, enfin, dans l'échange, dans l'accompagnement, dans l'apport de conseils, mais ça passe tellement par le corps. oui, Ça, tout à ça fait. passe tellement en tout cas, de ce qui peut être accompagné tellement par le corps. Et en tout cas, moi, accompagnante, infirmière puéricultrice, et puis d'autres accompagnants, c'est compliqué de pouvoir, comme tu dis, il y a un palier parfois où on sent qu'on ne peut pas aller plus loin. Exactement. Parce il s'est joué quelque chose dans la rencontre, dans l'interaction, dans l'accordage affectif, vraiment dans la relation aussi, même si c'est chacun de son côté avec ce qui se passe dans son corps, mais bien souvent, j'imagine bien que ça se rencontre et ça se rejoint. Et en là aussi, enfin, en ça aussi, je trouve que c'est pas assez mis en avant à quel point l'ostéopathie peut aider dans libérer quelque chose qui passe justement par le corps, quoi. Exactement, exactement. Et heu, je pense qu'on n'a pas encore, enfin de plus en plus quand même, on n'a pas encore suffisamment conscience que, que nos émotions, toutes nos émotions passent par notre corps et notre physique. Et du coup, on a tendance à se négliger, en fait. Et d'ailleurs, je pense majorité de mes patientes, je dis patientes parce que les mamans qui accouchent, elles viennent pour leur bébé et souvent, la majorité ne prennent pas d'abord rendez-vous pour elles. Elles disent, on va d'abord s'occuper de bébé et après on s'occupera de moi. Et moi, je leur dis, vous savez, et je le dis indirectement pour qu'elles l'entendent, mais qu'elles le comprennent, entre guillemets, c'est que moi, je communique beaucoup avec l'enfant, je verbalise beaucoup ce que je fais pour que les parents comprennent ce que je fais, pour les rassurer aussi. Et souvent, je dis, mais tu sais, euh, il faut que papa et maman aussi soient en forme pour bien s'occuper de toi. Et je le dis tout le temps, je le place tout le temps. Parce que les parents, ils ont pas conscience de ça souvent, que pour que bébé aille bien, il faut aussi que les parents aillent bien. Ça va de pair en fait. Et, euh, et du coup, ils ont tendance parfois à pas forcément le comprendre et pas forcément à penser à eux, mais d'abord penser à leur enfant. En fait, ils deviennent parents, ils oublient qu'ils sont, enfin, ils deviennent parents, ils oublient qu'ils sont aussi femmes ou hommes, enfin, Bien ou sûr. mari, ou, Ouais. enfin voilà. Et du coup, ils en oublient ça, et je trouve que bah, justement, bah,
parfois les enfants peuvent le ressentir. Ouais, ouais, complètement. En fait, c'est une évidence qui est utile à rappeler parce que, la tête dans le guidon, l'enfant vient perturber le quotidien, le jeu et on est focus sur lui et on a tendance bien sûr à s'oublier. C'est une évidence pour nous soignants, mais moi pareil, je me lasse pas de le répéter et heu et c'est très régulièrement que je provoque comme ça des prises de conscience parce que c'est une évidence qui doit être rappelée à ce moment-là, précisément Complètement, du complètement. début de la parentalité. Ouais. Alors, en parlant de parentalité, on va faire le lien avec la maison de l'accompagnement et du bien-être donc, que tu as créé il y a quelques mois, tu le disais en introduction. Je trouve que c'est un lieu génial, ça se développe, enfin, c'est des maisons qui se développent, en tout cas, il y a d'autres maisons qui se développent un peu sur ce modèle-là. Oui, Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur ce qui est proposé dans ce lieu, ouais, où il se trouve et l'intention de départ que tu as eue en d'accord. créant cet espace? Alors, du coup, moi, ça faisait longtemps, ça fait au moins 4-5 ans que je voulais travailler, avec une sage-femme, travailler avec des spécialistes de la périnatalité et en fait, en devenant, maman, donc ça s'est un petit peu accéléré, parce que j'ai rencontré énormément de difficultés, en postpartum, alors que je travaillais dans ce milieu-là. Donc là, je me suis dit: «Mais donc moi, je travaille dans ce milieu-là, j'ai travaillé en maternité, enfin, à l'époque, je travaillais encore. Je travaillais en maternité, je suis des parents et je suis moi-même confrontée à des difficultés. Je me dis et je ne savais pas qui consulter parce que, Ouais, à gauche, à droite, faut aller là, puis aller là et je me suis dit: «Non, c'est pas possible». Enfin, comment font les parents qui ne sont pas dans mon qui ne connaissent pas ce que moi je connais? C'est pas possible. Donc c'est là où forcément je deviens maman et plus thérapeute. Donc ça, j'en avais conscience. Mais j'avais conscience que le postpartum était difficile, mais quand on le vit, c'est waouh, on se prend quand même une claque hein, parfois. Et j'ai eu des difficultés à l'allaitement, j'ai eu des difficultés, parce qu'il y a la chute hormonale. J'ai eu des difficultés, parce que la fatigue, gérer les émotions et mmh, cetera. Donc toutes ces choses qu'on connaît en tant que thérapeute, là, je suis passée de l'autre côté et finalement, je savais plus ou moins vers qui m'orienter et je trouvais que ça manquait vraiment de ça et je me suis dit: «Bon, là, j'ai vu les choses plus grandes» et je me suis dit: «Il faut vraiment que j'arrive à, mmh, à trouver tous les thérapeutes qui pourront, avoir toutes les clés, selon toutes les difficultés possibles qu'on peut rencontrer en tant que maman quand on essaie de le devenir, en tant que future maman, en tant que jeune maman, en tant que maman depuis longtemps, en tant que famille, en tant que parent et je me suis dit: «Il faut vraiment que je puisse et que je réussisse à proposer ça à mes patients», en fait. Parce que c'est pareil en tant que thérapeute, quand on a des patients qui sont dans la difficulté et qu'on est obligé de les réorienter et il faut pouvoir les réorienter. Parce que c'est ce qui fait aussi qu'on est des bons thérapeutes, c'est de savoir les réorienter à la bonne personne, enfin vers la bonne personne, le bon thérapeute. Et c'est là où je me suis dit: «Bon, il faut vraiment que j'arrive à réunir tous les professionnels qualifiés, dans tous les domaines, dans un seul même lieu». Et donc s'en est suivi, la recherche, de la maison parfaite, parce que je voulais quelque chose de cosy. Je voulais que les parents, ils se sentent en confiance, pas dans un lieu médicalisé. Donc j'ai cherché pendant 2 ans, j'ai visité mais je pense au moins 50 maisons avant de trouver, celle dans laquelle on est et là, il y a une sage-femme, que je connais depuis 10 ans. En fait, à la base, c'était une patiente à moi. Donc c'était une des premières à rejoindre le projet. Ensuite, il y a 2 sophrologues, pareil avec qui je travaillais déjà, qui sont spécialisés, une dans la périnatalité, suivi PMA, les troubles gynécologiques et sexologie. Une autre sophrologue qui est spécialisée plutôt chez l'enfant. Ensuite, une diététicienne qui s'est rejoint, au projet. Une assistante sociale. ouais, Donc je voulais super. une assistante sociale, ça a été hyper dur parce que, je veux pouvoir proposer aux parents qui sont qui connaissent des difficultés, de pouvoir être accompagnés par une assistante sociale. Ensuite, il y a une réflexologue qui est spécialisée en périnatalité. Il y a une, praticienne Reiki, donc elle, c'est tout ce qui est, thérapie énergétique.
il y a une psychologue. Et puis, du coup, on propose des ateliers, des cours collectifs. Donc, c'est ça qu'on va essayer de développer et c'est pour ça que j'ai créé cette maison. Donc, pour le moment, on propose uniquement des cours de yoga pré- et post-natal, des cours de pilates pré- et post-natal et aussi pilates pour tous, des cours de yoga pour enfants. Et puis, on aimerait en fait développer, parce que la maison, elle a ouvert là qu'au mois d'octobre, et du coup, avec le Covid, forcément, les ateliers, c'est un peu reculé. Mais le but de cette équipe pluridisciplinaire, c'est qu'on aimerait proposer des ateliers en co-animation sur des thématiques particulières pour les parents, pour les jeunes mamans, les futures mamans, etc. Donc, des ateliers sur la parentalité, des ateliers sur l'accompagnement, des ateliers sur préparer son postpartum, des ateliers sur l'endométriose. Et puis, chacune pourra proposer des thématiques en fonction de sa spécialité. Donc, je dis n'importe quoi, la parentalité, postpartum parentalité. Peut-être toi, par exemple, qui pourrais proposer ce que toi, tu peux offrir. La sophrologue sur peut-être quelque chose autour de la relaxation en postpartum. Moi, ostéo, le bien-être du corps, etc. Et voilà, on va essayer de proposer des ateliers un peu comme ça en co-animation pour les parents, futurs parents, etc. Et après aussi, sur du moyen long terme, on aimerait bien aussi développer des ateliers pour les professionnels, pour échanger avec les professionnels, etc. Donc voilà un peu le but de cet atelier. C'était vraiment de pouvoir répondre à toutes les thématiques et tous les questionnements que peuvent rencontrer la femme, le père, la maman, les parents, les familles et les couples aussi qui peuvent rencontrer des difficultés au cours de leur vie. Voilà. OK, super. C'est tellement complet et puis, je me dis en effet, c'est tellement cocooning, rassurant dans l'idée et puis après pour avoir vu le lieu, c'est aussi cocooning, rassurant dans le lieu, dans l'espace, quoi. C'est un espace vraiment magnifique. Je vous invite, si vous êtes dans les parages à aller rencontrer, l'équipe parce que d'ailleurs c'est à Noisy-le-Grand, c'est ça? Oui, un asile grand, c'est Ouais, ça, dans le 93. 93. Donc s'il y a des parents dans le secteur, c'est un lieu vraiment cosy et dans l'idée, enfin, tu vois, moi, je me remets à ma place de maman, ça enlève une grande partie de charge mentale du postpartum que de se dire: «Il y a un lieu et ils sauront me prendre en charge complètement, mon enfant et moi». Tout à Voilà, fait. c'est tellement précieux et et oui, voilà, c'est précieux et tellement utile dans cette phase-là où on essaye de limiter au plus, les préoccupations. Ouais. Exactement, exactement. Ne serait-ce que de se sentir accompagné et de savoir qu'on n'est pas seul, je pense qu'on je pense que vraiment ça peut, aider, énormément de mamans parce que le baby blues, bah, ça existe et du coup, ne serait-ce que de savoir qu'on n'est pas seul et qu'on peut être accompagné, je pense qu'on je pense qu'on peut vraiment aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles. Ne serait-ce que juste par ça, quoi. Ouais, super. Bah, écoute, Cathy, je te remercie beaucoup. Je te propose de conclure là-dessus et peut-être de Ouais, se donner rendez-vous pour parler encore d'autres sujets parce que je suis vraiment, complètement. je te sens passionnée et c'est passionnant de t'écouter. Je te remercie beaucoup pour cet échange. Heu, Merci à toi, c'était super, intéressant. alors où est-ce qu'on peut te retrouver, sur les réseaux? Sur quel réseau tu préfères qu'on te contacte? Alors moi, je suis surtout sur Instagram, donc c'est cathy.l'ostéo parce que mon ancienne page a été piratée. Donc Oui, c'est vrai. Cathy, c'est Ouais. ATHY Non mais .l'ostéo. je préciserai sur Dis-moi. voilà, dans Ouais. les ouais, du podcast. Donc on peut me joindre surtout sur Instagram, je réponds à tous les messages, des fois je mets du temps mais je réponds à tous les messages, donc toutes celles et tous ceux qui auraient des questions ou des interrogations et cetera, vous pouvez me contacter, je suis assez disponible. Est-ce que tu Voilà. es sur Doctolib, sur des plateformes de prise de rendez-vous? Oui, oui, Ouais. pour les prises de rendez-vous, je suis sur Doctolib. J'ai un petit peu d'attente, donc quand il y a des urgences, n'hésitez pas à m'appeler ou me contacter, m'envoyer un message. Il y a mon numéro sur Doctolib.
n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vraiment vous êtes en détresse ou que ça va pas du tout et que c'est compliqué. Et, n'hésitez pas à m'envoyer des messages parce que parfois j'ai quelques créneaux d'urgence que je garde pour les grosses urgences. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message parce que sur Doctolib, j'ai du délai. OK. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment, je fais toujours mon possible pour essayer d'assurer les urgences. OK, Voilà. super. Merci encore, Cathy. Merci à Au toi. plaisir. À À bientôt, bientôt. merci beaucoup. Au revoir, Cathy. Catherine est très active sur les réseaux sociaux et partage de nombreux contenus sur Instagram si utiles aux parents. Je vous mets dans la bio tous les liens pour pouvoir la retrouver. Pour donner un petit coup de pouce à la visibilité de ce podcast, je vous laisse mettre 5 étoiles et même mieux un petit commentaire sur Apple Podcast. Je vous invite aussi à venir partager avec moi sur Instagram vos retours et impressions sur ces échanges précieux en apport. Ont-ils fait écho avec votre expérience de parent ou peut-être d'accompagnant, de soignant ? Hâte de vous y retrouver. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.